Bonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter la capsule numéro 4 qui reprend une analyse d'articles d'Anastasia Tsoukalas et qui porte sur une thématique vue lors de la capsule 3. Donc ces deux capsules fonctionnent ensemble. Nous traitons ici de la gestion des risques dans les grandes manifestations. Comme nous avons vu sur la capsule précédente, ce qui nous intéresse dans ces deux capsules, c'est d'aborder un regard critique, sociologique, sur un objet qui est celui des manifestations sportives. Et nous allons toujours, dans le même angle d'analyse, partir finalement d'une réflexion sur la sécurité et la liberté dans les grands événements sportifs, au regard de la gestion des risques. Donc cette dernière capsule, comme toutes les capsules et quatrième capsule des cours numériques, poursuit plusieurs objectifs. Aborder le sujet en relation avec la thématique du cours numérique et le traiter de façon méthodologique. Donc il s'agit avec vous de traiter d'exemples concrets de recherches réalisées dans le domaine de la sociologie du sport. Nous allons prendre un exemple de sujet de recherche et essayer de vous montrer que la façon de regarder ce sujet est variable selon qui regarde ce sujet. Ainsi, pour chaque exemple développé, on essaiera ensemble de voir les dimensions du sujet qui intéresse le chercheur, avec quel champ le sport interagit dans cette recherche, par exemple ici politique, mais ça pourrait être scolaire, religieux. De plus, nous verrons le paradigme, le cadre d'analyse, et les approches théoriques employées par le chercheur pour expliquer les domaines et les données qu'il a récoltées. C'est-à-dire finalement quelle manière le sociologue choisit pour observer, expliquer et comprendre les choses sociales. Nous poserons une troisième question qui est celle de la sociologie en tant que science pratique et nous essayerons de voir comment le sociologue, à partir de lectures initiales, va pouvoir modéliser le réel, faire évoluer finalement les concepts et proposer une nouvelle modélisation à partir des données existantes. Donc, dans ce que vous allez faire, vous allez lire l'article joint dans la capsule. Donc cet article, comme je l'ai souligné, intègre le thème de cette gestion des risques. Vous allez, première bonne habitude, commencer par numéroter les lignes de l'article. Et puis, dans votre lecture, vous soulignerez les termes qui ne vous paraissent pas clairs en les définissant. Les trois questions que je viens d'évoquer sont ici, on va dire, notées de manière synthétique. À vous de les reprendre, de les intégrer pour, dans votre première, voire deuxième lecture d'article, pouvoir y répondre. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et lire l'article avant de poursuivre. Dans ces premiers propos introductifs, nous allons dire tout d'abord quelques mots sur la gestion du hooliganisme. Alors généralement, l'opinion publique perçoit la violence dans les tribunes sportives comme un phénomène assez récent. Or, la violence autour des stades n'est pas nouvelle. Dès la fin du XIXe siècle, des bagarres et des affrontements accompagnaient régulièrement les matchs en Grande-Bretagne. C'est par contre depuis les années 60 que le phénomène a pris de l'ampleur et depuis le milieu des années 80 qu'il a été fortement médiatisé avec le drame du stade de Heysel à Bruxelles en mai 1985 qui a causé la mort de 39 personnes lors du match Liverpool-Juventus de Turin, la finale de la Coupe d'Europe. Donc différents éclairages existent de ce phénomène du hooliganisme. Des travaux qui analysent la gestion juridique et policière du hooliganisme, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ceux qui essayent d'expliquer le hooliganisme par le profil des gens qui y sont impliqués, par exemple comme une réponse à leurs problèmes sociaux. Et ceux qui mettent en avant les mécanismes de fonctionnement de ces groupes de supporters. Donc là, nous allons essayer de traiter plus spécifiquement le premier point, c'est-à-dire la gestion policière et juridique mise en place contre le hooliganisme. Maintenant, quelques éléments biographiques et bibliographiques sur l'auteur, Anastasia Tsoukalas. Cet auteur et cette sociologue a travaillé sur la gestion policière et juridique mise en place pour contrer le hooliganisme depuis les années 2000. Pour cela, elle a travaillé sur les différents textes de loi produits dans les différents pays d'Europe au sujet de la gestion du hooliganisme et a interrogé à la fois des hommes politiques, des personnes chargées de discuter au niveau européen la mise en place d'objectifs, de lois et de moyens d'action communs et des policiers qui sont chargés de s'occuper du hooliganisme. Pour cette sociologue de la criminalité, on peut analyser en deux temps cette gestion policière. Tout d'abord, c'est à partir du drame de Heysel, finale UEFA anglais contre italien en 1985, avec 39 morts, étouffés contre les grillages retransmis en direct à la télévision pendant plusieurs minutes, que le hooliganisme devient pour les politiques un phénomène très menaçant, très dangereux, car cela peut amener des morts. Donc ce drame du Heysel est un point finalement de bascule dans les politiques envers le hooliganisme. Par hasard du calendrier, c'est au même moment que s'accélère l'uniformisation européenne, donc des stratégies policières et judiciaires.
On assiste alors à une transformation de la gestion des foules. Pour les politiques, il faut agir différemment par rapport au hooliganisme et de manière coordonnée à un niveau européen. Il s'agit à ce moment-là de mettre en place des méthodes préventives, anticiper les débordements grâce à la prise de renseignements, à la négociation avec les fauteurs de troubles et à des arrestations en dehors des manifestations sportives pour ne pas créer d'émeutes pendant la manifestation. À l'échelle européenne, on assiste à l'augmentation de la coopération entre les différentes polices, à l'uniformisation des lois et des actions policières dans les différents pays. Sont alors mis en place des mesures de surveillance électronique, infiltration, centre de fichage des hooligans, on en a parlé dans la capsule précédente, même présumés. Des mesures de contrôle sont aussi appliquées à l'intérieur des stades, qui sont privatisés sous l'autorité de la FIFA notamment, donc diminue le coût de la gestion policière, et à l'extérieur des stades. Enfin, un renforcement de la coopération est réalisé entre les États. Depuis la fin des années 90, début des années 2000, on assiste, selon cette chercheuse, à une deuxième étape qui a consisté en une politique de maintien de l'ordre de plus en plus centrée sur des mesures répressives et des politiques sécuritaires qui mettent en jeu les libertés. On voit en fait une volonté politique de regrouper des comportements différents sous prétexte qu'ils sont tous considérés comme dangereux. Une menace globale apparaît dans le discours politique qu'elle a analysé et dans les mesures de répression. Sous la figure du criminel, les discours politiques citent aussi bien les mafieux, les terroristes, les immigrés, les altermondialistes que les hooligans, sans même y mettre un ordre d'importance. C'est ce que nous verrons sous le terme de continuum que nous évoquerons un peu plus tard dans ce cours et cette capsule 4. À cette menace globale est renvoyée une réponse globale, qui est répressive, sans prendre en compte les spécificités de chaque cas, car les mesures préventives sont abandonnées. Donc, on ne connaît plus les individus. Seule la Belgique a gardé des mesures de prévention et des aides. Pour cette chercheuse, lorsqu'elle analyse les résultats obtenus, ces politiques de maintien de l'ordre portent souvent atteinte à nos libertés individuelles mais sont inefficaces la plupart du temps, car l'origine du problème n'est pas résolue. Les politiques veulent des solutions à court terme. Elle a entraîné l'aggravation du hooliganisme puisqu'elle a largement contribué au déplacement dans l'espace et dans le temps des activités des hooligans et à la radicalisation de leurs actions. En effet, les hooligans, cherchant justement à éviter le contrôle policier dans les stades, commencent à agir dans les centres-villes ou ailleurs avant, pendant ou après le match et à avoir souvent recours à l'usage d'armes, rendant de la sorte leur contrôle de plus en plus onéreux et difficile, voire impossible. Par exemple, et pour exemple, selon la direction des affaires criminelles, seulement 37 condamnations ont été prononcées depuis la mise en œuvre de la loi Alliot-Marie de 1995 relative à la sécurité dans les enceintes sportives. Ce qui est fort peu compte tenu du nombre d'incidents souvent très violents qui émaillent chaque rencontre de première division du football tous les week-ends. Au point que, selon le rapport confidentiel des renseignements généraux en date du 17 décembre 2001, intitulé Hooliganisme, la violence supporteriste, loin d'être endigué par les dispositifs sécuritaires et législatifs, le phénomène tend finalement à prendre de l'ampleur. Donc là, c'est un résumé finalement de ces recherches. Et là, nous allons aborder une partie du travail qu'elle a mené sur la construction médiatique de la figure du hooligan. Et nous allons voir en quoi consiste finalement cette construction. Donc vous avez cet extrait de Hooligan dans la presse française, dans la revue et dans l'ouvrage Dispositions et pratiques sportives aux éditions L'Harmattan 2004, que vous venez de lire. Il y a donc 6 pages à lire et c'est un extrait de chapitre d'ouvrage. Donc il a été extrait, il a été coupé, vous voyez des parenthèses avec des points de suspension, c'est que l'intégralité de l'article et du chapitre n'a pas été reproduite. Donc tout ne figure pas dans le document qui vous est mis à disposition. Pour rappel, nous avons vu dans la capsule numérique 1 la démarche et les étapes de la démarche sociologique, rupture, construction, constatation. Nous allons reprendre chacune de ces étapes pour analyser donc l'article que vous venez de lire et essayer de voir justement les différentes étapes qui existent. Pour terminer sur, on va dire, la contextualisation de l'auteur, on peut dire donc que son approche dans l'article est un angle donc d'approche sociologique et que les dimensions qui intéressent essentiellement l'auteur sont politiques. Elle s'intéresse à la déviance dans le sport, le hooliganisme, et à la perception de la menace, c'est très important, ainsi que les conséquences sur les décisions politiques. C'est ce que nous avons déjà évoqué en capsule 3, que vous pouvez déjà
on va dire, utilisé, et là aussi dans cette capsule 4. Il s'agit donc de questionner la construction sociale du risque, ou comment le risque est socialement construit par des acteurs, et dépend de la perception de ces acteurs, c'est-à-dire des significations et des valeurs mises en jeu dans leur appréhension des situations, et ici plus spécifiquement du risque, du hooliganisme. Donc elle se situe, et son regard est assez spécifique, puisqu'elle se situe dans le courant des études critiques de la sécurité. Elle a traité de nombreux problèmes engendrant des inquiétudes, et le climat d'inquiétude dont nous parlions, auprès des populations, problématiques d'immigration, de hooliganisme et de contrôle des foules. Son approche est là aussi juridique, et elle tente de montrer l'impact des perceptions, ici des médias, sur les décisions politiques engagées. Elle se situe dans un courant dit postmoderne, critique de la sécurité, issu de l'école de Copenhague, donc qui permet d'avoir ce regard sociologique critique des faits qui nous paraissent naturels et normaux. Reprenons l'article point par point. Donc, dans la rupture, ici, il s'agit de montrer dans un premier temps en quoi cette recherche rompt avec les recherches qui sont actuellement menées. La question de départ de l'auteur est un constat initial. Il existe de nombreuses études en Europe, sociologiques, focalisées soit sur l'origine et le comportement des hooligans, soit sur les dispositifs de sécurité mis en place à l'encontre de ceux-ci. C'est ce qui vous est mis et noté en ligne 2. Donc il existe des politiques actuelles de contrôle du hooliganisme, mais qui s'intègrent dans un vaste processus de sécurisation de nombreux phénomènes sociaux, mis en place au nom de la protection de la sécurité intérieure en Europe. Voilà, c'est ce qui vous est dit dans le texte, et c'est ce qu'on doit essayer finalement de traiter en premier lieu. C'est le point de départ, on va dire, de l'auteur. Donc elle fait le compte-rendu des écrits qui existent. Pour elle, donc après ce bilan-là, elle essaye de se positionner et fait un choix d'analyse, c'est-à-dire que pour elle, il manque finalement des recherches dans le domaine occupé par les médias et la place occupée en la matière par les médias dans la construction de la perception de la menace, qui est un thème largement méconnu malgré son importance pour elle. Alors, en termes de lecture et de revue de littérature, vous voyez que tous les auteurs, les sociologues qui sont cités dans cette première partie de l'article figurent non plus date de publication pour justement appuyer scientifiquement ses propos. Donc elle s'appuie sur les concepts, sur les notions développées par ces auteurs pour finalement ajouter, avoir une plus-value avec cette recherche dans l'analyse de l'objet d'étude. Suite à cette revue de littérature, elle tente d'élaborer donc une problématique qui est la suivante. Le processus de sécurisation, qui est donc l'amplification de la sécurité, est développé progressivement depuis le début des années 80 et se traduit par un durcissement constant du dispositif de contrôle social. Donc l'idée là, c'est que cette sécurisation, qu'on a pu étudier lors de la capsule 3, est en marche depuis les années 80, et on voit qu'en conséquence de ce processus de sécurisation, il y a une augmentation finalement du contrôle social, donc du contrôle des populations, par certains dispositifs. On a vu par exemple des technologies, par un contrôle humain, et elle l'observe en s'appuyant notamment sur des recherches, mais en s'appuyant sur ces recherches également. Le point, on va dire, d'originalité ou d'avancée de sa recherche, c'est que ça s'appuie largement sur des discours publics, afin de véhiculer une perception certaine de la menace. Donc finalement, on voit bien là la construction sociale aussi de la menace, c'est-à-dire que c'est par les discours que ces processus peuvent se construire. Donc cette élaboration de la problématique s'appuie, comme vous pouvez le voir, et ça c'est très important d'un point de vue de la méthodologie, sur des justifications scientifiques, sur des auteurs et sur des sociologues cités. Nous allons passer donc à la phase 2 d'analyse, la construction du modèle d'analyse. Une fois cette problématique mise en place, il faut là aussi traiter les différents paradigmes qu'elle a pu analyser justement et qui vont lui permettre de mettre en place son expérimentation et sa recherche. Donc les paradigmes, ou en tout cas les cadres d'études sur lesquels elle s'appuie, donc il y a un des premiers paradigmes qui est celui de la sécurisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de sécuriser, d'amplifier les dispositifs dans la société, d'une augmentation de ces dispositifs croissante. Il y a le dispositif de contrôle social, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles, qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social. Alors ces dispositifs, ils varient d'une société à l'autre, et ces effets, là notamment dans cet article, sont discutés.
Ça peut être par exemple, au sens de Foucault, comme l'idée de techniques de propagande conduisant à la domination d'un groupe, au pouvoir et à l'aliénation. Vous développerez ces notions plus tard dans les différents cours numériques à venir, mais ici nous interrogeons donc sur, dans le cadre des mesures de contrôle des hooligans, sur leur justification, on va dire, ou sur la construction sociale de ces dispositifs. Autre concept, cadre d'analyse, l'idée et l'expression de l'idée de menace, c'est-à-dire un risque hypothétique, qui peut justement être global, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'idée d'avoir un seuil hypothétique de la menace, un niveau perçu de menace, un signe, un indice, qui va permettre de savoir à quel moment des dispositifs de sécurité doivent être mis en place. C'est-à-dire qu'on essaie de calculer les risques encourus par le public et par les populations. L'idée de continuum de la menace, là aussi, est développée dans cet article. Continuum de la menace, c'est essayer d'associer, justement, c'est ce qui vous est expliqué dans l'article, hooliganisme, avec, par exemple, terrorisme, avec tous les actes, on va dire, déviants, et de faire finalement une seule menace, fusionnelle, c'est ce qui vous est dit ici, et qui explique que, finalement, pour la menace, c'est ce continuum de la menace qui ne fait qu'un, finalement, on peut avoir les mêmes types de dispositifs de sécurité et des dispositifs parfois extrêmes. Voilà. Ou en tout cas communs. Vous pouvez voir par exemple dans la capsule numérique 3 des illustrations avec l'usage de dispositifs militaires, de technologies, comme on a pu le voir lors de la Coupe du Monde 2006. Alors, ensuite, on vous parle de la double figure du hooligan. Alors, ligne 23, il vous est dit que la figure du hooligan, en l'occurrence, perd une grande partie de sa spécificité et se rapproche de tout un éventail de figures menaçantes, allant des jeunes impliqués dans des violences et incivilités urbaines, aux délinquants de droit commun, aux criminels appartenant à des réseaux de criminalité organisée et in fine aux terroristes. Donc là, vous voyez l'idée de continuum, et l'idée finalement de figure, ça va être l'idée et la façon dont un élément, donc par exemple le hooliganisme, individualisé et structuré, se détache de ce qui l'entoure. Donc là, l'idée de figure du hooligan, c'est savoir ce qui le caractérise, il y en aura deux, et comment justement on va pouvoir l'appréhender. Quels enjeux donc pour s'interroger sur cette dimension? Car les conséquences en termes de décision politique quant à la sécurité sont nombreuses. Donc tous ces éléments et tous ces éléments d'analyse vont nous permettre de comprendre les enjeux. Alors, l'idée justement de ces différents éléments, on va dire méthodologiques ou théoriques, c'est de permettre de mieux comprendre ce qu'est la perception de la menace et le rôle des discours. Il est dit dans le texte que finalement les discours alimentent de manière circulaire, et cette perception de la menace est alimentée de manière circulaire par les discours des entrepreneurs politiques et moraux, des professionnels de la gestion de la sécurité, des médias et parfois même de certains milieux universitaires. Donc son analyse va porter sur l'ensemble de ces discours-là, et on va essayer de comprendre comment les médias sont des acteurs impliqués dans cette perception et cette construction de la perception de la menace par l'opinion publique. Ensuite, elle aborde la notion de panique morale. L'idée de panique morale, c'est la nécessité finalement de voir cette inquiétude, de ce climat d'inquiétude, et l'idée de voir auprès de la population publique, de l'opinion publique, que finalement on a cette peur, cette crainte d'une menace omniprésente. Donc, par cette panique morale se crée la menace et des dispositifs peuvent être mis en place. On peut ressentir notamment la nécessité de contrôler les foules, de multiplier les entorses aux libertés des supporters, etc. etc. Donc essayez de trouver des définitions si ce que je vous ai donné n'est pas suffisamment, on va dire, en tout cas compréhensible par vous. Et puis sinon, vous pouvez aussi poser des questions, bien évidemment, sur ces dimensions. Maintenant, essayez de montrer aussi en quoi, et de réfléchir à ces notions, en quoi sont des paradigmes finalement explicatifs, en quoi c'est un cadre d'analyse pour expliquer la recherche d'Anastasia Tsoukkala. Alors, pour vous donner une définition du terme paradigme, donc à l'origine c'est un terme technique de grammaire, désignant l'ensemble des formes que peut prendre un mot, mais là c'est un sens plus élargi dans les sciences humaines qui désigne une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Voilà, modèle théorique, matrice disciplinaire ou courant de pensée.
Si nous reprenons l'idée de continuum de la menace, pour comprendre davantage ce qu'est le continuum de la menace, j'ai repris ici un schéma de Bigot, donc qui appartient là aussi au courant de sociologie critique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui justement reprend l'intégralité de menaces qui pourraient finalement être présentes lors d'un événement sportif. Et l'idée de continuum, c'est de faire que l'ensemble de ces menaces, qu'elles soient finalement individuelles, des menaces plutôt individuelles, ou des menaces qui peuvent atteindre la sécurité collective, qui sont définies par des populations, définies par des frontières, finalement l'intégralité de ces menaces, que vous voyez à différents visages, est perçue comme un continuum, c'est-à-dire une menace globale et fusionnelle. Phase 3, donc troisième période, c'est l'idée dans ce texte de constater. Là, elle va partir d'une démarche qualitative et d'une analyse de contenu, puisqu'elle va analyser les discours et essayer justement d'en tirer des éléments du discours qui se répètent ou des éléments finalement caractéristiques d'un discours, on va dire, orienté ou qui porterait finalement différents traits caractéristiques. Dans l'observation et l'analyse, ce qu'elle essaye de mettre en place, ou en tout cas de mettre en évidence, c'est le profil des hooligans et les causes de leur comportement. Dans cet article, donc Anastasia Tsoukalam met en évidence l'absence de recul de la presse, notamment dans le traitement des figures du hooligan. Pour elle, il existe donc deux images et deux figures du hooligan dans la presse, et c'est à travers le recensement de différents termes que l'auteur comprend et analyse la perception et les conséquences de tels discours sur l'inquiétude. Donc, il y a deux figures. Une figure du hooligan, on va dire irrationnelle, c'est ce qu'elle nomme le schéma classique de construction discursive de l'altérité, c'est-à-dire un schéma classique de construction de l'autre qui est anormal, ou en tout cas en dehors des normes. Là, il y a trois explications de cette irrationalité, liée à l'alcool, au niveau intellectuel inférieur et à la pathologie. Elle donne un exemple de débiles mentaux, notamment cité par des propos d'universitaires. Donc, pour elle, ce type de figure du hooligan est vraiment caractéristique. Et les comportements révélés ici révèlent des pulsions inconscientes et la face sombre de l'être humain, c'est-à-dire les ténèbres d'individus malades, voire anormaux. C'est par cette répétition de termes de ce type que se construit finalement la figure de l'autre, et la figure finalement d'un ennemi qui troublerait l'ordre établi du corps social des supporters. Par ailleurs, cette finalement irrationalité des comportements semble contagieuse, puisqu'elle relate, en tout cas dans les discours de presse, et elle voit qu'on peut les qualifier de cancer social. Et le vocabulaire de type médical est alors utilisé. Alors, si on l'analyse, l'idée là, de cette figure-là, nous comprenons ici au travers d'une analyse objective des faits que la perception de cette figure du hooligan est faite au travers du filtre des discours portés sur ce phénomène. L'auteur n'a pas la possibilité de développer ce discours, ce processus discursif de construction d'ennemis sociaux dans le texte, mais elle conclut, ligne 69, que la comparaison aggrave considérablement la menace. Elle suggère la tendance de la tumeur à se développer, le caractère aléatoire de tout traitement curatif, le risque permanent de rechute et finalement la possibilité de se trouver en face d'un cancer incurable. Donc nous comprenons ici comment cette construction de la menace se réalise et les conséquences que ces discours ont sur la montée de l'inquiétude dans la population et le besoin de sécurité ressenti dans l'opinion publique. C'est le schéma que j'ai pu vous montrer à la fin de la conclusion de la capsule 3. Les processus de sécurisation semblent alors se justifier. La crainte de la menace imminente, incontrôlable, ne laisserait pas le choix au pouvoir public d'accentuer les dispositifs de sécurité. Le degré de sécurisation des mesures est extrême. Je la cite, « La gravité du danger encouru justifiant d'emblée le caractère potentiellement extrême de ces mesures ainsi que les éventuels effets secondaires de celles-ci. » Nous pouvons, pour aller plus loin, voir que certaines mesures dépassent les libertés individuelles de chacun. Et pour cela, à la fin de cette capsule, je vous montrerai quelques extraits de coupures de journaux, et puis vous pourrez les lire donc pour davantage en fait, vous saisir de ce problème. Deuxième observation, donc la deuxième figure du hooligan. Ce n'est pas le dangereux, mais le criminel, qui a un goût pour la violence, voire par provocation aux autorités, donc un goût finalement de violence volontaire. Ils sont, pour la citer, des professionnels du
du trouble, plutôt bien intégré dans la société. Là aussi, si vous avez vu par exemple le film Hooligan, dans lequel on voit finalement quelqu'un d'intégré dans la société devenir hooligan et adopter les codes d'un groupe en Angleterre, on voit bien qu'effectivement cette figure-là est très présente. Alors si on analyse ici les propos finalement relatés par cette sociologue, on voit que l'inquiétude ici naît de leur intelligence criminelle, entre guillemets, et de la dimension volontaire de leur action, rationnelle. Là aussi, je vous renvoie au cours numérique de Monsieur Guig, qui vous parlera de la rationalité de Weber et qui pourra justement mettre l'accent, ou en tout cas développer cette idée. Donc l'auteur révèle ainsi un certain nombre de termes associés dans la presse écrite à ces figures, entre guillemets, du hooligan, pour les décrire. Toutefois, selon elle, il existe un dénominateur commun à ces deux figures, la rupture par rapport à la normalité. C'est quelque chose de très important. Elle nous dit, ligne 98, en rupture avec tous les cadres et répertoires d'action collectifs familiers, par conséquent acceptables au sein de nos sociétés. Donc, il se révèle, ces hooligans, être particulièrement menaçants à cause de cette rupture. Il existe aussi une superposition avec un autre thème transversal à ces deux figures, l'appartenance au groupe extrémiste. Donc voilà pour cette analyse. Il est noté aussi, et c'est finalement un point très important aussi, que finalement dans les propos ou dans les discours relatés, il n'y a pas de critique. Et c'est ce qu'elle note de manière assez importante, c'est l'absence des critiques, une absence de recul dans les facteurs, notamment explicatifs, qui sont proposés dans les différents discours. Donc, ligne 109, elle cite par exemple le cadre interprétatif de ces comportements de hooligans. Les facteurs sont la consommation d'alcool, l'influence des médias étrangers attisant la xénophobie des lecteurs, la transformation du milieu footballistique qui provoque un embourgeoisement rapide du public, qui aurait écarté des stades une partie des supporters, la rage de paraître, entre guillemets, des supporters, qui prouveraient leur existence en se battant pour défendre leur couleur, leur territoire. Elle note dans ces facteurs explicatifs, effectivement dans cette liste de facteurs explicatifs, que l'origine sociale n'est pas considérée comme un facteur explicatif. Mais pour elle, il n'y a pas de preuve scientifique récente de ces propos. Et elle s'interroge là aussi en tant que chercheuse sur la véracité de ce discours, car pour elle, il existe dans ces discours une confusion entre origine et position sociale, car en fonction des pays d'origine et des pays respectifs, une même origine sociale et une même position, on va dire, une origine sociale variée, peut engendrer une position sociale variable en fonction des pays. C'est-à-dire que les deux sont à différencier, à distinguer. Et c'est là aussi où le travail de sociologue est nécessaire. Avec finalement, donc, pour terminer sur ces facteurs explicatifs, avec la mise de côté de ce facteur social, on va dire d'origine sociale, la menace est particulièrement importante car elle véhicule deux phénomènes contestables. Selon elle, la spectacularisation de la vie sociale, c'est-à-dire la dénonciation par exemple des méfaits de la médiatisation, de la production d'images dominantes dans la société et des images données ici par la presse, donc car c'est le fait de transformer un événement, une action en spectacle. C'est ça la spectacularisation et justement elle participe, cette figure du hooligan, à cette spectacularisation. Et le deuxième point contestable, c'est le fanatisme de la vie politique. Donc c'est finalement un état d'esprit où il n'y a plus de limite dans les actions, pour le fanatique qui entreprend de faire triompher ses idéaux. Et ici, la lutte contre la menace omniprésente, la décrédibilisation de l'ennemi, l'infériorité morale de celui-ci, sert finalement à exclure l'ennemi, le hooligan. Donc voilà les deux, finalement, aussi éléments qui l'interrogent et qu'elle critique. Il s'agit alors de s'interroger sur la production des images dominantes, notamment véhiculées par les discours, celles qui entretiennent le spectacle marchand, et finalement la contre-production aussi d'images critiques, très peu présentes dans les discours selon elle, qui travaillent la réalité économique et sociale. Voilà. Donc les recherches sociologiques questionnent notamment ces représentations des individus, comme on peut le voir ici. Point suivant, l'analyse de la couverture médiatique du hooliganisme. Là aussi, le trait principal est la non-remise en cause du bien-fondé juridique, donc l'absence de critique, toujours de prise de recul. Entre guillemets, en ligne 133, lequel reste pourtant assez souvent fragile. À une exception près, il n'y a aucune critique sur les dangers qu'implique ce large contrôle de la déviance sur les libertés publiques.
Comme je vous le disais, on verra les articles après des mécontentements des supporters. La sociologue s'interroge pourtant sur la généralisation, donc je la cite, de nombreuses pratiques policières et la sanction judiciaire de la dangerosité de l'acteur, manifestée par la lourdeur exemplaire des peines infligées aux hooligans. Ce qui est dit page 137. Ligne 137, pardon. Les conséquences sur la perception de la menace et sur les politiques de sécurité mises en place de ces éléments sont importantes pour elle. Ce qu'elle dit, cohérente avec la mise en œuvre du processus d'amplification de la menace, cette acceptation des politiques de plus en plus répressives, on parlait dans la capsule 3, si vous vous souvenez bien, de résilience, s'exprime aussi tant par la place mineure accordée aux programmes de prévention mis en place dans nombre de pays européens que par la place toute particulière réservée aux chercheurs. Là aussi, la critique est la faible place d'expertise donnée aux chercheurs, et aussi des questions finalement qui ne sont pas posées à ceux-ci. Elle explique que la presse tente de crédibiliser son discours en faisant appel à des personnes investies d'autorité, des politiciens, des professionnels de la gestion de la sécurité, des représentants des instances sportives et des chercheurs. Cependant, les questions posées restent réduites à une mission d'information neutre à travers la collecte de renseignements ponctuels portant par exemple sur le comportement des hooligans ou sur leur appartenance à des milieux extrémistes, pour la citer. Ainsi, les questions posées orientent les réponses sur des éléments neutres sans permettre jamais l'expression d'une critique sur les politiques en vigueur. Donc, la parole, on va dire, libre, ou en tout cas orientée vers des questions critiques ou des réponses critiques vis-à-vis de la situation, des réponses prenant du recul sur la question, n'est pas possible. Donc, à travers ces éléments, la question de l'expertise est ainsi posée. Et les thématiques, et ainsi que sur les thématiques donc, de gestion du risque. Pas de critique non plus sur l'inscription du hooliganisme dans un ensemble de phénomènes criminels menaçant la sécurité intérieure des pays européens, puisqu'elle ne questionne guère, en tout cas, les rapprochements effectués entre hooliganisme et terrorisme, ou entre celui-ci et les violences urbaines. Donc là, pas non plus de critique liée notamment au continuum de la menace, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, si on analyse ceci, il n'y a pas de critique par le rapprochement abusif, cela nous laisse supposer qu'elle partage le discours dominant, lequel se focalise sur l'existence potentielle de la menace, indépendamment de la nature juridique et du degré de gravité de celle-ci. C'est-à-dire que les discours ne critiquent pas, ne prennent pas en compte d'autres éléments comme la nature juridique et ne portent pas finalement un regard scientifique, objectif sur la question. Elle note enfin une présentation extensive des commentaires de satisfaction émis sur le système du traitement en temps réel des procédures pénales mises en place pendant le tournoi. Elle se contente de souligner que les spécialistes estiment que ce schéma est un excellent test grandeur nature pour aborder les violences urbaines, les émeutes en banlieue et des conflits sociaux dégénérant en bataille rangée. Donc elle omet pourtant de mentionner que ce système est déjà mis en place dans quelques juridictions et surtout elle n'exprime aucun scepticisme quant aux problèmes qui résulteraient d'une application généralisée de ce système. Donc tous ces éléments montrent qu'effectivement la presse, les spécialistes qui s'expriment ne remettent pas en cause et n'ont pas finalement de regard ouvert sur une histoire, sur des évolutions et ne permettent pas d'avoir finalement un regard objectif, ou en tout cas qui soit argumenté sur ce fait social. Pour conclure et restituer, donc, loin d'être neutre, pour reprendre ses propos, cette absence de critique renforce davantage l'image de menace déjà établie, puisqu'il est implicitement admis que celle-ci est si grave qu'elle justifie l'adoption de toute mesure présentée comme appropriée en la matière. C'est une acceptation de facto, c'est-à-dire comme un fait, sans justifier, une admission de la perception dominante de la menace et son corollaire, à savoir l'impérieuse, la nécessaire protection de la sécurité intérieure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc la presse est lourdement impliquée dans le processus de construction de la menace et ne constitue plus aucun contrepoids critique face au durcissement croissant du dispositif de contrôle social et aux dangers que cela implique pour les principes de l'état de droit et des libertés publiques au sein de la société française. Donc le poids là, de la presse est remis en question et son implication dans finalement cette construction sociale de la menace est développée ici donc dans cet article-là. Les perceptions et la non-critique engendrent des conséquences également sur les dispositifs de sécurité mis en place, c'est ce qui vous est dit, et l'absence de questionnement sur les droits et les libertés publiques. Elle questionne donc le rôle de la presse dans cette construction.
et le poids peu présent critique. Donc je vous invite ici, au travers finalement de cette lecture et puis de l'analyse qu'on a pu en faire, à noter sur cette fiche synthétique les termes clés qui vous paraissent donc importants à retenir. Pour aller plus loin et pour que vous puissiez justement aussi approfondir la question, j'ai noté ici, comme je vous le disais, dans le cours numérique et la capsule que je vous ai proposée, différents extraits de journaux qui remettent quand même en cause justement cette construction ou cette perception de la menace en donnant la parole là aussi à des supporters de football. Des articles, des citations là, de la Ligue des droits de l'homme, confondant ainsi suspects de terrorisme et supporters sportifs, le ministère de l'Intérieur peaufine son fichage généralisé de la population dans une sorte de boulimie dont les libertés individuelles sont les premières victimes. Donc vous voyez qu'entre sécurité et liberté, entre absence finalement de différenciation de la menace, tous ces éléments-là peuvent là aussi être questionnés. Ici, dans ce texte, c'est l'arrivée finalement du texte d'un républicain de Lyon, Guillaume Larrivé, qui est justement questionné. Le projet de loi donc est vraiment questionné par les supporters. Là, j'ai repris aussi des codes du sport, donc les différents articles, qui vous permettent justement de voir ce qui est, d'un point de vue juridique, mis en place. Donc la sécurité des manifestations sportives, les refus d'accès, finalement le caractère automatique de traitement des difficultés, tous ces éléments-là. Donc vous prouvent aussi que la mise en place juridique suit cette perception aussi de la menace. Ici un article qui vous explique en quoi justement l'État peut aussi finalement être jugé à défaut pour une interdiction administrative de stade, donc être dans l'illégalité. Attention aussi, ces débats critiques quant à la construction de la figure de la menace ne sont pas simplement repris par Anastasia Tsoukalas, mais par d'autres sociologues ou d'autres acteurs de la sécurité. Par exemple ici, suite aux incidents dans un match donc, de Ligue 1 entre Grenoble et Nice, André Bloch, un responsable de la sécurité de l'OGC Nice, met en doute, par exemple, les mesures de sécurité qui sont mises en place pour lui. Il n'y a pas déjà d'augmentation, on va dire, d'insécurité. Et en plus, on voit une augmentation finalement des dispositifs ou une sécurisation augmentée. Donc, ça signifie qu'il y a peu d'efficacité finalement pour ces dispositifs. Nicolas Ourcade, qui est un sociologue donc, à l'École centrale de Lyon et qui travaille spécifiquement sur le monde des ultras, vous le verrez là aussi avec Monsieur Guigues dans le cours numérique sur corps et violence, lui aussi parle finalement d'une inefficacité dans le traitement de l'insécurité et des hooligans. Et là aussi, il se questionne un peu plus loin sur finalement sur ces analyses finalement, on va dire, orientées des actes de hooligan, sans prendre finalement en considération la nature des supporters, qui ils sont, et en faisant des amalgames. C'est ce qui est là aussi relevé. On craint, c'est un article là qui a été écrit par donc Nicolas Ourcade, on craint le risque d'arbitraire, et c'est pourquoi la mesure est entourée d'un certain nombre de garde-fous, lesquels paraissent néanmoins limités. L'amalgame entre tous les supporters est là aussi mis en évidence toujours dans cet article, donc différents problèmes subsistent. Le problème de proportionnalité des peines, et je vous laisserai lire cet article. Donc on voit que la violence des droits et des libertés des supporters se fait habituellement dans l'indifférence générale. Tous ces éléments-là aussi pour vous ouvrir aussi un petit peu et ouvrir ce regard sur d'autres éléments qui ne sont pas forcément pris en compte par la presse. Donc une des questions soulevées par l'auteur est le choix du traitement français réalisé dans la lutte contre le hooliganisme. Ça c'est la conclusion de son article, où la vision erronée qui oppose par exemple prévention et répression est réalisée. Et donc c'est le choix de la France sur finalement la répression n'est pas un bon choix selon lui, ou en tout cas peu efficace. Et ça s'explique aussi parce que les supporters ne sont globalement pas considérés comme des interlocuteurs légitimes et fiables, d'où le refus du secours à la négociation qui a pourtant fait ses preuves dans d'autres domaines. Donc là aussi, on voit que la perception de la menace, la construction sociale du discours peut avoir des conséquences aussi quant au dispositif pris, on va dire, ou décidé par les autorités. La politique de tolérance zéro est là aussi éminemment critiquée par ce sociologue qui ne voit pas finalement d'efficacité à cette politique-là.
Alors attention, pour conclure, la violence ici n'est pas niée et il existe effectivement des violences des hooligans et des violences aussi terroristes dans la gestion des événements sportifs et il n'est pas question ici de nier cette question-là. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir finalement un regard sociologique, scientifique et argumenté sur la question pour pouvoir ouvrir notre champ, on va dire, d'analyse, pouvoir prendre en considération différents éléments que ceux simplement mis en évidence par une presse qu'on pourrait lire. Donc l'objectif de cette capsule était de montrer comment la recherche sociologique permet aussi de rompre toujours avec le sens commun et de déconstruire certaines réalités, notamment ici par l'analyse du discours médiatique. Voilà, donc l'idée c'est de développer votre regard critique sur l'actualité, notamment grâce aux cours numériques que vous pourrez avoir en sociologie. Je vous remercie.